Bah, c'est un peu le scénario classique du cauchemar mécanique, tu vois. Imaginons un motard qui rentre d'un road trip épique. Ouais, le jour de voyage qui laisse des traces. C'est ça. Disons sur les routes complètement défoncées des Highlands en Écosse. La moto a souffert, la boue, le hors-piste, les nids de poules à répétition. Les suspensions adorent ça en général. Ah ouais, tu m'étonnes. Et à l'arrière, l'amortisseur a fini par céder. Lui, il a surchauffé, les joints ont lâché et la moto, elle se met à rebondir sur le moindre caillou comme un simple ressort. Un vrai bâton sauteur. la suspension. Pourquoi? Exactement. Et là, la logique traditionnelle, ce qu'on ferait tous, c'est qu'on démonte la pièce, on l'envoie chez un spécialiste pour la reconditionner et on la remonte. Jusque-là, ça paraît être la bonne méthode. Bah ouais, les joints sont remplacés, l'azote est rechargé, la pièce revient rutilante, on la réinstalle sur la moto, on serre les boulons au couple parfait, on met le contact, prêt à repartir, et là c'est le drame. La fameuse surprise électronique. Mais carrément, la moto refuse catégoriquement de bouger. Le tableau de bord clignote en rouge de partout. هذه كانت طايره كاع محطوطه غير ما كانش بلاصه كاع هذيك لا تشوفيها ما كانش بلاصه كانت محطوطه تيجي ترولي بين البرا هذا لاجون تاع لامورتيسور افون ترولي مع الكابتور داسيت هذيك. Impossible d'ajuster la suspension. Aïe. La mécanique est parfaite, mais on vient sans le savoir de rendre l'ordinateur de bord totalement amnésique. Et c'est exactement le sujet de notre analyse documentaire technique d'aujourd'hui. On va plonger dans les manuels d'atelier, les forums spécialisés et même des vidéos de mécaniciens pour comprendre ce mystère. Et c'est fascinant parce que ce qui se passe à ce moment précis, ça illustre parfaitement la rupture entre la mécanique d'hier et celle d'aujourd'hui. C'est devenu des smartphones géants sur roues en fait. C'est un peu ça, ouais. Sur une machine ultra moderne comme la BMW R1200 GS, qui est équipée du système de suspension électronique Dynamic ESA, changer une pièce physique, ça suffit plus. Donc le Dynamic ESA, c'est l'Electronic Suspension Adjustment, c'est ça? Tout à fait. Le système, c'est pas juste un assemblage d'écrous et d'huile. C'est un réseau super complexe où la stabilité de la moto dépend vraiment des données lues par la carte mère à chaque seconde. Donc si on retire l'amortisseur sans prévenir le cerveau, c'est la crise de panique. Exactement. C'est comme si on coupait littéralement le nerf optique de la moto. Au redémarrage, le système détecte la pièce, mais il a plus aucune idée de ses limites physiques réelles. Et c'est là qu'on entend parler de cette fameuse perte de calibration. Mais concrètement, ça veut dire quoi physiquement? J'ai vu une analogie assez brillante dans nos sources pour expliquer ça. Il a mémorisé exactement où se trouve la table basse, le canapé, les murs. Il se déplace en toute confiance. Parce qu'il connaît la carte par cœur. C'est ça. Mais quand le mécanicien démonte l'amortisseur sur son établi, il tourne le mécanisme pour travailler dessus, il modifie la précharge manuellement. En gros, il vient de déplacer la table basse de 5 cm dans le salon. Et badaboum. C'est super juste comme image. Pour comprendre comment l'ordinateur se cogne, entre guillemets, faut regarder comment ce système lit l'espace autour de lui. Comment il réfléchit en temps réel en fait. Voilà. Dans les analyses techniques qu'on a consultées, notamment une vidéo en arabe hyper détaillée qui dissèque physiquement l'emplacement des capteurs, on voit très bien ces petits capteurs d'assiette. Il ressemble à quoi ces capteurs Sam? Sur la partie avant, sur le bras de suspension télélever par exemple, t'as une toute petite biellette en plastique qui est reliée à un potentiomètre. D'accord, un petit bras articulé quoi. Exactement. Et à l'arrière, c'est la même chose sur le bras oscillant. Ces capteurs, ils lisent l'angle de la moto en permanence, ils envoient un signal électrique qui varie selon que la suspension s'enfonce ou se détend. Ok, le cerveau de la moto, il sait à la milliseconde près si on est en train de freiner fort, ce qui fait plonger l'avant, ou si on accélère comme des brutes et que l'arrière s'écrase. C'est exactement ça. Et le système Dynamic ESA, il utilise ces données pour modifier l'amortissement, c'est pas statique. À l'intérieur de l'amortisseur, t'as de petites valves électriques qui s'ouvrent et se ferment super vite pour restreindre ou faciliter le passage de l'huile. C'est comme un chef d'orchestre en fait. Oui, le CU lit la partition, les capteurs et dit aux musiciens, les amortisseurs, avec quelle intensité jouer. Et il ajuste la symphonie pendant que la moto roule. Si le capteur détecte un freinage d'urgence, l'ordinateur ferme direct les valves de la fourche avant pour durcir la suspension. Tout à fait, pour empêcher la moto de plonger dangereusement. Le but ultime, c'est de garder le châssis parfaitement plat, peu importe les conditions de la route ou ce que fait le pilote. Mais là franchement, je dois faire une pause. Faut qu'on en parle. On parle de motos d'aventure là. Des machines qui sont vendues avec des images de mecs qui traversent des déserts, qui sont censés pouvoir réparer leur bécane au milieu de nulle part. Tellement délicat qu'une simple réparation matérielle te provoque un crash logiciel pareil. Je veux dire, c'est pas un peu un énorme recul pour la fiabilité? Se retrouver avec une suspension figée juste parce que le petit ordinateur a oublié où était la table basse. Je comprends tout à fait la frustration, c'est clair. Mais cette complexité, elle est pas là juste pour faire joli ou pour embêter le mécano. C'est vraiment le prix à payer pour une hyper adaptabilité qui concrètement sauve des vies sur la route. Tu veux dire avec les différents modes de conduite? Oui, si tu regardes la documentation technique de BMW Motorrad, la transformation physique de la machine selon les modes, c'est bluffant. Prends le mode Rain pour la pluie. Ouais, un réglage super souple en général. Voilà, la cartographie moteur s'adoucit, l'antipatinage intervient assez tôt, mais surtout, les valves de la suspension s'ouvrent en grand. Ça permet d'absorber la moindre petite bosse pour que le pneu perde jamais, au grand jamais, le contact avec le bitume mouillé. D'accord, la sécurité avant tout. Et après, à l'autre extrême, t'as le mode Enduro Pro. J'ai vu ça dans le manuel, c'est un truc de fou. À l'Enduro Pro, c'est réservé aux pneus à crampons normalement. Ça modifie radicalement la réaction de la machine. L'amortisseur devient super ferme en fin de course pour encaisser des sauts, et surtout, le pilote peut désactiver l'ABS juste sur la roue arrière. Pour pouvoir faire déraper la moto volontairement, c'est ça hein? C'est ça, tu places la moto au frein arrière tout en gardant l'ABS actif, à l'avant pour pas bloquer et tomber. Passer d'un tapis volant sous la pluie à une machine de rallye sur terre juste en appuyant sur un bouton au guidon, ça exige une précision micrométrique. Ok, la promesse technologique, je te l'accorde, elle est dingue. Mais revenons à notre pauvre mécanicien ou à notre motard de l'anecdote tirée de la chaîne Happy Adventure Rides. Celui qui a le message d'erreur. Ouais, il remonte son amortisseur tout neuf et le tableau de bord lui sort l'erreur et je cite « Mean Pearls count not reached at rear ». En gros, le compte d'impulsion minimum n'est pas atteint à l'arrière. Qu'est-ce qui coince physiquement à ce moment-là? Alors, on l'a vu sur les forums spécialisés comme celui du GS911 ou chez Motochoc. Parfois c'est la corrosion, mais souvent c'est mécanique et logiciel. Le petit moteur électrique qui gère la précharge, donc la tension du ressort pour compenser le poids des bagages, il a une plage de mouvement total minuscule. C'est ça le détail qui m'a scotché. Le moteur il ne bouge que sur une plage de 10 mm. 10 mm, c'est rien du tout. Et c'est là que le drame se joue. Sur cette micro-course, t'as un point zéro mémorisé. Quand le spécialiste bosse sur l'amortisseur sur son établi, il doit relâcher la tension pour accéder aux pièces internes. Logique. Donc il tourne souvent le mécanisme à la main, forçant le moteur à reculer au-delà de sa butte électronique habituelle. Disons qu'il le pousse à moins 2 mm en dessous du point zéro. Ah, il le sort de sa zone connue. Exactement. Donc quand tu rebranches tout et que tu mets le contact, l'ECU lance sa séquence de démarrage, il cherche son point zéro, il envoie du jus au moteur pour avancer. Sauf que le moteur est trop en arrière. Voilà, il rencontre une butée mécanique solide avant même d'avoir atteint le repère que le capteur attend. L'ordinateur force, la résistance électrique grimpe en flèche et là, l'ECU panique. Il se dit, oula, il y a un blocage critique, si je continue, je grille le moteur.
et paf, il se met en mode sécurité. Il coupe tout, direct. Il te sort ses terreux permanentes et l'amortisseur devient un bout de bois. Et justement, les conséquences d'une absence de calibration, si le système reste bloqué ou se trompe, c'est super dangereux. Dans le manuel de Touratech ou chez Dionix, ils expliquent bien que si le système est décalé, disons qu'ils pensent qu'il y a 2 passagers alors que t'es tout seul, le comportement dynamique devient imprévisible. Bah ouais, la moto tend le ressort au max, t'as plus de course morte. La fameuse capacité de la roue à descendre dans les trous. C'est ça, la moto devient hyper rigide, l'angle de direction bascule, la roue avant est poussée vers le sol bizarrement, et au premier gros freinage, paf, l'avant peut se dérober. Donc la calibration, c'est vraiment non négociable. Mais alors comment on guérit la machine? Parce qu'on a regardé les procédures, et c'est strict. Très clinique, ouais. Les procédures officielles avec des outils comme le fameux GS911 ou l'application Motoscan sont très claires. La moto doit impérativement être sur sa béquille centrale, Pour que les roues soient totalement délestées en fait. et le guidon parfaitement droit. Mais le truc le plus fou, d'ailleurs j'ai vu ça partagé par un gars sur la chaîne des Hautes Mécaniques, l'application Motoscan, elle refuse de marcher sur iPhone. Ah oui, le petit détail technique sympa. C'est dingue, hein. Faut s'acheter un vieux téléphone Android pas cher, juste pour s'en servir comme valise diagnostique. Mais bon, passons. Le détail vraiment crucial qu'on retrouve partout, c'est la tension de la batterie. Les fameux 12,6 volts. C'est ça, elle doit jamais descendre en dessous de 12,6 volts pendant l'opération. Pourquoi l'ordinateur est-il aussi parano avec le voltage? C'est une contrainte liée à la mémoire flash, la fameuse EEPROM de l'ordinateur. Pendant la calibration, le CU va forcer le système à s'étendre au maximum, puis au minimum absolu. Ça pompe énormément de courant. Et si la batterie est un peu faiblarde? Le fait d'activer le moteur mécanique va faire chuter la tension de tout le circuit. Et une chute de tension au moment précis où l'ordinateur écrit dans sa mémoire non volatile, c'est la cata. Le fichier est corrompu et les CU peut planter définitivement. Oh. Donc les 12,6 volts, c'est vraiment le filet de sécurité pour pas briquer le cerveau de la moto. Brancher un chargeur pendant l'opération, c'est obligatoire. Absolument. Mais bon, ça, c'est quand tout se passe bien avec la valise. Ah oui, parce que parfois l'ordinateur refuse carrément de lancer la procédure par sécurité. Il dit non. Et là, on rentre dans ma partie préférée, les astuces de survie, le bricolage de l'extrême. Le côté obscur de la force mécanique. Mais tellement. J'ai vu ce post d'un utilisateur sur le forum GS911, c'est digne d'un film d'action. Le gars, il applique directement 12 volts sur le fil rouge et noir du moteur pour le forcer à revenir au milieu de sa course de 10 mm, avant même de brancher la valise. C'est de l'ingénierie inverse, carrément. Et sur la vidéo de Happy Adventure Rides, la méthode est encore plus stressante. La méthode de désamorçage de bombe, raconte. Le gars débranche le CU sous la selle. Il inverse la polarité du moteur en manipulant les fils pour forcer la tige à se rétracter mécaniquement sans passer par la sécurité de la carte mère. Et le truc de dingue, c'est le timing. Il est là, accroupi, il regarde la tige descendre et il doit couper le contact électrique juste un petit millimètre avant que ça touche le fond. S'il touche le fond, ça se bloque à nouveau. Et s'il rebranche le CU, mémorise ce fond écrasé comme la nouvelle valeur minimale et c'est foutu. C'est super ingénieux, mais franchement, ça fait peur. Ah mais les risques sont colossaux. T'injectes 12 volts à l'arrache dans un faisceau. La moindre erreur t'envoie le courant dans la carte mère et tu grilles tout. T'as plus qu'à racheter un ECU et un amortisseur. On parle d'une facture à plus de 2000 €. Ouais, ça calme direct. Ça montre surtout le niveau de désespoir des motards face à une machine bloquée. Exactement. Un bon outil diagnostic, c'est indispensable aujourd'hui. Mais du coup, comment on évite ça? Il y a bien un conseil pratique pour l'auditeur qui nous écoute et qui veut pas que son système grippe sans prévenir. Oui, le conseil en or de Motochoc, c'est de faire de l'exercice à la suspension. Environ toutes les 4 semaines, même sans chargement sur la moto, tu vas dans le menu et tu passes du mode un casque au mode 2 casques avec bagage. Tu fais faire des étirements à la moto, quoi. C'est ça. Tu attends que la moto monte à fond, puis tu la redescends. Ça force le petit moteur à balayer toute sa course de 10 mm, ça empêche l'humidité de s'installer, ça nettoie les filetages, et surtout, ça confirme à l'ECU que ses limites mémorisées sont toujours bonnes. C'est super simple en fait. Une mécanique qui bouge est une mécanique saine. Et un capteur qui lit toute sa plage reste calibré. Voilà. C'est fascinant parce que si on prend un peu de recul pour conclure notre exploration d'aujourd'hui, l'idée centrale qui ressort de toutes ces sources, c'est que l'entretien mécanique parfait, il est devenu inutile. Inutile si on rétablit pas le dialogue avec le logiciel exactement. De l'huile premium, une pièce nettoyée à la brosse à dents, ça sert à rien si la carte mère dit non. Et pourquoi n'importe qui devrait s'en soucier, même sans avoir de moto? Parce que ce qu'on vient de décrire là, c'est le reflet de tous nos objets modernes. Que ce soit une bagnole hybride où tu changes un capteur, ou une machine à laver et connectée, le cerveau informatique, il est devenu aussi critique, voire plus, que la pièce métallique elle-même. Le métal est devenu muet sans le logiciel pour l'animer. C'est une évolution un peu vertigineuse. Le logiciel est devenu le garde-barrière. C'est ça. Et ça m'amène à une dernière réflexion, un peu provocatrice pour ceux qui nous écoutent. Si nos véhicules doivent désormais réapprendre leurs propres limites physiques après chaque changement via des câbles, des applis et du Wi-Fi, Où est-ce qu'on va, ouais? est-ce qu'on se dirige vers une époque où la mécanique traditionnelle, le simple fait de manier une clé à molette de 12, ça va devenir une compétence obsolète si on n'a pas un diplôme en ingénierie logicielle à côté? Il faudra peut-être bientôt l'outil diagnostic dans une main et la clé à molette dans l'autre. Tout le temps. Je pense qu'on y est déjà, très franchement. Eh bien, c'est là-dessus qu'on va vous laisser réfléchir aujourd'hui. Gardez vos batteries chargées et on se retrouve pour la prochaine analyse. ما كاش شعلة ما كاش 3 سنتي